Bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de Charmed, l'envers du sortilège. Après avoir exploré ensemble Jeunesse éternelle la semaine dernière, l'affrontement contre Javna, les sacrifices et la première vraie démonstration coordonnée du pouvoir des trois, nous voici à l'aube d'une aventure magique et profondément humaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode 3 de la saison 1, intitulé Au nom du Père. Diffusé pour la première fois le 21 octobre 1998 sur la chaîne Warner Bros. Aux USA, cet épisode marque une étape différente dans l'univers de Charmed. Parce que, pour la première fois, la menace n'est pas seulement une créature surnaturelle prédatrice. Elle est familiale. Elle touche au cœur de ce que signifie être séparé, blessé et absent. Et rappeler quelqu'un qui n'a jamais été vraiment là. Accrochez-vous, on entre dans un épisode où magie et émotion personnelle se mêlent plus étroitement que jamais. L'épisode ne commence pas à l'intérieur du manoir Halliwell, ni dans une lecture dramatique du livre des ombres. Non, il s'ouvre beaucoup plus subtilement, sur une scène sociale, un événement familier et une fête dans le quartier. Nous retrouvons donc Prue, Piper et Phoebe hors de leur élément magique, invités à une petite réception organisée par leurs nouveaux voisins. Ces derniers, Marshall, Fritz et leur sœur Cinda, viennent d'emménager juste en face du manoir. Pleins de bonne volonté, ils ont voulu créer un pont, une atmosphère conviviale entre eux et les sœurs Halliwell. La caméra nous montre des conversations légères, des verres servis, des rires et de la musique douce en fond. Phoebe est souriante, curieuse. Elle discute avec enthousiasme avec les jeunes hôtes. Piper essaie de paraître détendue, même si on sent qu'une partie d'elle réfléchit encore à l'épisode précédent, aux pertes et aux combats, même à des questions plus intimes sur l'utilisation de ses pouvoirs. Et puis, il y a Prue qui n'est jamais vraiment à l'aise dans ce genre de contexte. Prue qui trouve rapidement la soirée longue. Et Prue qui répète qu'elle doit se lever tôt, qu'elle a des choses à faire demain, des obligations professionnelles. Elle s'ennuie donc. C'est subtil, mais c'est important. C'est la dynamique de ce premier acte, mettre les sœurs dans un environnement normal, pour mieux montrer à quel point leur quotidien magique rend tout d'ordinaire difficile à gérer. En arrière-plan, une présence étrange se glisse. Un chien noir immobile, attentif, qui observe les sœurs depuis un buisson à l'écart. Le plan est bref, mais visuellement fort. C'est un animal, certes, mais son regard semble trop fixe et trop focalisé pour être anodin. Les fans attentifs ont dû le remarquer depuis longtemps.
Même avant que le surnaturel ne se manifeste clairement, la série suggère que quelque chose ne va pas, juste par des petits détails. Et dans Charmed, des détails comme celui-là comptent toujours. Pendant ce temps, Andy Trudeau fait son entrée dans la scène sociale. Il s'arrête pour saluer Prue, lui proposer d'aller voir un match de basket plutôt que de rester dans cette réception. Ce qui donne à la scène une énergie à la fois légère et étonnamment douce, presque normale. Mais la normalité ne dure jamais bien longtemps dans cet univers. Un peu plus tard, alors que Prue décide de finalement partir, non sans avoir encore une petite tirade sur l'ennui de la soirée, l'épisode la suit jusqu'à la porte du manoir elle-même. Et c'est là que l'ambiance change radicalement. Parce que la porte du manoir est grande ouverte, sans raison. Et devant cette ouverture inattendue se tient le chien noir. Exactement là où on ne l'attendrait jamais, dans l'escalier qui mène au grenier. Prue, surprise, recule. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit, mais instinctivement, elle sait que quelque chose cloche. Pas de lumière, pas de bruit humain, juste ce chien immobile, silencieux, comme un gardien d'un secret inattendu. Et c'est presque dans ce silence, dans cette interruption presque banale de la fête, que l'épisode instille sa première vraie malaise surnaturelle. Car dans Charmed, les choses qui semblent bizarres ne sont jamais simplement bizarres. Elles sont des signes. Et parfois, elles annoncent que quelque chose de plus profond. Ce début peut sembler simple en surface. Une fête, une porte ouverte, un chien étrange, mais en réalité, riche en symbolisme. La fête de quartier rappelle que les sœurs, malgré leur pouvoir, sont avant tout des femmes avec une vie sociale qu'elles essaient de concilier avec leur existence magique. Et Andy, qui propose un rendez-vous plus normal, illustre le dilemme humain de Prue. Aimer l'ordinaire, mais se sentir toujours lié vers l'extraordinaire. Le chien, noir au grenier, immobile, silencieux, est un dispositif narratif utilisé pour suggérer une menace subtile, une atmosphère, quelque chose ne va pas ici, sans que l'on sache encore quoi. C'est une mise en abîme de ce que la série saura devenir, menaçante, sans être toujours spectaculaire. Et surtout, ce début prépare émotionnellement le spectateur à une transition majeure. Ce qui était social, léger et presque banal, devient soudain une porte ouverte vers l'inconnu. Et c'est précisément à ce moment-là que l'épisode fait sa première vraie bascule narrative. La fête s'efface, l'air se fait plus lourd, le manoir, leur sanctuaire, révèle une fracture qu'on n'avait jamais encore vue. Quelqu'un se tient dans l'ombre du grenier. Quelqu'un qui n'est pas un démon. Quelqu'un qui est le père qu'elles n'ont pas vu depuis des années. Victor Bennett. Et c'est à partir de cette apparition que Au nom du Père cesse d'être simplement une histoire de menaces surnaturelles et devient une histoire de blessures familiales non cicatrisées.
Le lendemain matin, après la petite soirée de début de l'épisode, la scène s'ouvre dans un décor tout à fait différent du manoir. Le bureau de Prue à Buckland Auction House. Elle est déjà en train de travailler, concentrée, professionnelle, pleinement engagée dans son rôle d'experte en antiquité. Cette scène, bien ancrée dans la vraie chronologie de l'épisode, établit d'emblée une ambiance quotidienne, presque administrative, mais juste assez vulnérable pour qu'une intrusion humaine puisse tout bouleverser. Le lendemain matin, après la petite soirée de début de l'épisode, la scène s'ouvre dans un décor tout à fait différent du manoir. Le bureau de Prue à la Buckland Auction House. Elle est déjà en train de travailler, concentrée, professionnelle, pleinement engagée dans son rôle d'experte en antiquité. Cette scène, bien ancrée dans la vraie chronologie de l'épisode, établit d'emblée une ambiance quotidienne, presque administrative, mais juste assez vulnérable pour qu'une intrusion humaine puisse tout bouleverser. Alors qu'elle examine des documents, un homme entre dans son bureau. Il a une démarche calme, presque anodin. Il ne crie pas. Il ne se présente pas comme un personnage majestueux. Il se présente comme un client venu faire expertiser une bague. Il pose l'objet sur le bureau de Prue, une bague ancienne portant des symboles et un style qui semble paradoxalement familier à Prue. Elle la prend, l'examine, tourne les pierres dans la lumière, des gemmes disposées en paires, presque comme si elles formaient un symbole de dualité, homme et femme, protection et équilibre. Prue évoque à haute voix qu'elle a peut-être déjà vu quelque chose de similaire dans des manuscrits antiques. Une pierre ou un talisman utilisé comme amulette protectrice contre la magie ou les mauvais esprits. Puis l'homme, doucement, lui dit quelque chose d'étrange. Vous devriez savoir qui je suis, Prudence. Et c'est à ce moment-là que les pièces du puzzle s'assemblent dans l'esprit de Prue. Ce n'est pas un client ordinaire. Ce n'est pas un collectionneur fortuit. C'est Victor, leur père, disparu depuis plus de 20 ans. Et la réaction de Prue est immédiate et très révélatrice de sa personnalité. Prue ne panique pas, elle ne trépigne pas, elle ne fond pas en larmes. Avant tout, elle reste professionnelle. Elle reconnaît l'allure de la bague, explique à Victor sa signification, le fait qu'il pourrait s'agir d'un talisman de protection. Ce moment n'est pas juste pédagogique pour l'auditeur. Il ancre aussi le monde magique dans une réalité matérielle. Des objets magiques anciens existent dans le monde physique.
et ils ont une histoire. Et puis, un silence presque inconfortable. Prue réalise qui il est. Pas avec joie, pas avec émotion refoulée, mais avec un mélange d'incrédulité, puis de froide colère. Ce n'est pas une réapparition douce, c'est une intrusion dans sa routine. Et elle lui dit clairement: «Sortez d'ici et ne vous approchez pas de nous». Ce moment est intense, parce qu'il montre que Prue ne se laisse pas submerger par l'émotion. Elle laisse parler ses expériences personnelles. Elle a souffert de son absence. Elle a grandi trop vite et elle n'a pas oublié. Ce n'est pas une mère qui est revenue après un long voyage, c'est quelqu'un qui a manqué les moments essentiels. Et l'irruption soudaine dans leur vie n'est pas prise comme une rédemption. Victor ne s'en va pas immédiatement. Il met la bague à nouveau sur le bureau, indique l'hôtel où il loge et propose un dîner le soir même. Comme si, d'un simple repas, il pouvait annuler 20 ans d'absence. Prue réplique avec froideur. Elle refuse. Elle ne veut pas renouer. Elle ne veut pas de dîner. Elle ne veut pas de discours. Et c'est là que se dévoile une tension dramatique majeure que la série va creuser. Prue reconnaît sa vulnérabilité émotionnelle, mais elle refuse toute approche sentimentale immédiate. Elle veut des réponses, pas des excuses. Lorsque Prue raconte l'incident à Piper et Phoebe, leurs réactions sont très différentes. Piper, qui ne se souvient que très peu de Victor, est beaucoup plus ouverte à l'idée de le revoir. Pour elle, son absence n'est pas un traumatisme aussi accentué. Elle espère une réconciliation. Phoebe, tout aussi intriguée, est curieuse, mais aussi confuse. Elle n'a pas de souvenir clair de leur père, ce qui la pousse à vouloir lui donner une chance. Pour Prue, en revanche, reste méfiante. Non seulement à cause de l'abandon, mais aussi parce que le retour de Victor coïncide avec l'apparition récente de leur pouvoir magique. Elle trouve cela trop opportun. Dans son esprit, il ne s'agit pas seulement de revoir un père absent, il s'agit de comprendre pourquoi maintenant. Ce n'est pas juste une scène de retrouvailles. C'est une intrusion narrative qui place immédiatement le spectateur dans une dynamique conflictuelle. Qui est Victor vraiment? Veut-il vraiment renouer des liens avec ses 3 filles? Ou est-il motivé par quelque chose de plus sombre? Pourquoi montrer cette bague? Un objet à connotation magique, maintenant. Et ces questions ne sont pas formulées directement à l'écran, mais elles sont senties par le public et incarnées dans les réactions des sœurs. Narrativement, ce passage est extrêmement bien construit. La scène commence dans un cadre professionnel. Prue est au travail, dans un environnement non magique. Un étranger entre avec un objet ancien, introduisant subtilement la thématique magique. La révélation n'est pas immédiate, émotionnelle,
elle est cognitive. Prue met du temps à assembler les pièces. Et l'accueil est froid, parce qu'il y a une histoire de souffrance réelle, pas seulement une absence mystique. C'est l'un des rares moments dans la série où une réapparition de proches est vraiment source de tension et pas de réconfort immédiat. Alors que Prue rejette Victor et que ses sœurs oscillent entre curiosité et prudence, une tension intérieure s'installe dans la dynamique familiale. Mais ce n'est pas la seule tension dans l'air, parce que pendant que les sœurs débattent dans la sincérité de leur père, quelque chose d'autre rôde dans l'ombre, quelque chose qui n'est pas humain et qui ne cache pas ses intentions aussi discrètement. Et c'est ça que nous explorerons dans la partie 3. L'infiltration mystérieuse avec l'apparition des voisins, des prémonitions et des soupçons de danger surnaturel au-delà du simple retour de Victor. Après la rencontre tendue de Victor avec Prue, sa fille, dans la boutique d'antiquités de Buckland, et alors que les sœurs discutent encore des intentions de leur père, quelque chose d'inattendu commence à se profiler à l'horizon. Parce que dans Charmed, les vrais dangers ne se contentent pas d'apparences humaines et de ce qui ressemble à une conversation familiale peut très vite devenir un piège. Le lendemain matin, alors que la journée débute tranquillement, enfin, en tant que l'être de la vie des sœurs Halliwell, Phoebe descend prendre le journal. Sa journée commence presque comme n'importe quelle autre.
Elle pense à ce que Prue a dit hier. Elle se demande si Piper a raison d'être ouverte à renouer avec des liens avec son père Victor. Et elle essaie de tirer et trier ses émotions qui oscillent entre espoir et méfiance. Et puis, Phoebe voit quelque chose, pas une vision brutale, pas une image complète d'un futur effrayant. Non, une vision fragmentaire. Car c'est ainsi que ses pouvoirs fonctionnent à ce stade de la série. Elle voit son père et elle voit le livre des ombres. Et elle voit quelqu'un en train de partir avec le livre à la main. Ce qu'elle voit est incomplet, c'est flou, c'est même déroutant. Et surtout, ce qui n'est pas clair, c'est si Victor lui-même qui prend le livre. C'est assez pour qu'elle sente une inquiétude naissante. Mais ce n'est pas suffisamment détaillé pour qu'elle comprenne l'intégralité de ce qui va réellement se passer. Alors, elle garde cette vision pour elle. Elle l'enfuit parce qu'à cet instant, rien ne lui semble assez concret pour forcer une réaction immédiate. Surtout après l'épisode émotionnel de la veille autour de Victor. Pendant ce temps, la série installe une tension parallèle, celle d'une intrusion étrange au manoir. Un homme en uniforme de facteur apparaît soudain devant la porte. Il ne sonne pas, il ne frappe pas, il insère sa main dans une serrure inexistante et, contre toute logique, modifie sa main pour former une clé qui déverrouille la porte du manoir. Ce geste, assez dérangeant dans sa simplicité, signale une chose. Ce n'est pas un facteur. C'est quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas besoin de frapper. Il peut simplement entrer comme bon lui semble. Ensuite, il monte directement vers le grenier, là où la famille garde le livre des ombres. Il trouve le livre. Il le prend, puis il descend et tente de le quitter. Mais n'y parvint pas. Le livre ne quitte pas le seuil de la maison. Une des rares protections qui existent même à ce stade encore embryonnaire de leur pouvoir. Et juste à ce moment, Prue apparaît, prête à entrer dans le manoir. Le facteur jette le livre au sol et disparaît dans une autre forme. Il se transforme littéralement, change d'apparence sous les yeux de Prue. En quelques secondes, elle réalise. Ce n'est pas Victor. Ce n'est pas un livreur. Ce n'est pas Andy. Ce sont leurs voisins. Et ils ne sont pas humains. Absorbée par un début de chaos silencieux, Prue remonte rapidement le livre à la place d'origine dans le grenier. Remarquant que la porte est forcée et qu'il manque quelque chose dans l'air, une présence inhabituelle presque comme si l'énergie magique du manoir avait été violée. Il y a deux niveaux de tension ici. Le fait que quelqu'un puisse franchir à volonté les frontières de leur domicile, pénétrer jusqu'au cœur même de leur sanctuaire magique et toucher le livre est un signal clair que leurs pouvoirs ne suffisent pas encore à protéger la maison comme ils le pensent. La préoccupation de Phoebe n'est pas une hallucination ni une simple peur irrationnelle.
Sa vision, bien que fragmentaire, avait capturé un moment réel. Quelqu'un tentant d'emporter le livre. Ce n'est pas une illusion. Ce passage est crucial pour plusieurs raisons. La transformation subtile du danger. Ce n'est plus seulement le retour d'un parent absent, c'est une menace magique réelle introduite discrètement par des voisins qui sont loin d'être ce qu'ils semblent être. La vision de Phoebe est un avertissement, mais une vision qu'elle refuse un moment parce qu'elle ne veut pas croire que leur père ou un proche puisse être impliqué dans quelque chose de mauvais. Cela illustre très bien comment ses pouvoirs ne sont pas encore maîtrisés et comment sa volonté influence ce qu'elle accepte de voir. L'intrusion du livre montre que leurs protections ne sont pas encore totales. Même à l'intérieur de leur espace le plus sacré, ce concept sera développé plus tard dans la série. Mais ici, il pose une limite claire aux capacités magiques des sœurs à ce stade de l'histoire. Petite anecdote de tournage liée. Un détail souvent révélé par les fans est la scène de l'illustron du facteur. Dans plusieurs discussions de fans, il est souligné que cette transformation ou cette entrée sans porte fonctionne comme une atmosphère visuelle du danger caché. Certains fans ont même remarqué que le chien aperçu dans la première scène du pilote pourrait symboliquement être lié à cette intrusion, bien que cela ne soit jamais confirmé à l'écran, ce qui a créé une atmosphère légèrement surréaliste dans la première moitié de l'épisode. Alors que Pooh remplace le livre des ombres et commence à se demander s'il s'agit d'une menace externe, quelque chose d'encore plus troublant se prépare. Parce que ce n'est pas simplement un intrus solitaire qui menace les sœurs, ce sont leurs nouveaux voisins eux-mêmes, trois personnes apparemment sympathiques, qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et dans la partie 4, révélation et métamorphose surprenante que l'on va enfin découvrir qui sont vraiment. Et quel rôle ils jouent dans cette tentative de voler le livre. Marshall, Fritz et Cinda, ces visages sympathiques qui ont accueilli les sœurs à leur petite fête, réapparaissent dans le manoir sans prévenir avec des sourires charmants et des mots amicaux. Ils parlent comme n'importe quel voisin poli. Commentaires légers, plaisanteries innocentes, conversations faciles, jusqu'à ce que quelque chose cloche. La tension monte subtilement. Leur expression semble trop contrôlée, leur sourire semble figé, et leur confort dans l'espace personnel des sœurs est trop naturel. Et puis, sans avertissement, leur vraie nature se révèle. Les trois jeunes gens abandonnent leur visage humain et se montrent qu'ils sont en réalité des Shape Eaters. Ces démons capables de changer de forme à volonté. Ce n'est plus un petit mouvement étrange ou un comportement suspect, c'est un changement surnaturel évident, rapidement visible. Une transformation qui les fait apparaître tels qu'ils sont vraiment. Ce moment est violent dans son immédiateté, car il dissout en une fraction de seconde l'illusion de normalité, révélant des ennemis invisibles jusque-là. Leur objectif. Ces voisins ne sont pas là pour socialiser. Ils ne cherchent pas à tuer les sœurs. Ils ne sont pas là par curiosité. Ils sont là pour voler leur livre des ombres.
le grimoire magique, précieux, rempli de sorts et d'antisorts. C'est la première fois dans la série qu'un être maléfique essaie explicitement de s'en emparer. Dans leur forme démoniaque, il se manifeste une absence totale d'humanité. Leurs mouvements sont plus rapides, leurs gestes plus agressifs et leurs regards plus étranges, comme des prédateurs qui ont attendu le bon moment pour frapper. L'un d'eux sait exactement comment forcer le passage dans le manoir et de récupérer le livre et tente de le sortir. Mais l'artefact refuse de partir avec lui hors de la maison. C'est l'un des premiers indices visuels que le livre possède encore une forme de protection magique, même si elle n'est pas encore parfaitement maîtrisée par les sœurs. Alors que les Shapeshifters prennent différentes formes, y compris celle d'Andy Trudeau, les sœurs se rendent compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un intrus anodin. C'est une attaque ciblée, planifiée et répétée. C'est ce qui rend cette révélation si effrayante. L'ennemi peut copier l'apparence de quelqu'un de familier. Il peut entrer dans leur maison sans que l'alarme magique se déclenche immédiatement. Il sait exactement ce qu'il cherche. Le livre des ombres. La transformation elle-même, le moment où ses voisins montrent leur nature réelle, est un choc visuel et narratif. Ce ne sont plus des silhouettes humaines, mais des formes qui semblent se tordre, se déformer et révéler une essence monstrueuse capable de magie sombre. Ce passage est particulièrement significatif à plusieurs niveaux. Il concrétise la menace périphérique. On passe d'une inquiétude floue à un antagoniste clairement identifié. Il montre que la magie peut être volée, pas seulement combattue. Il révèle un ennemi capable de tromper l'intuition humaine, ce qui met directement en question leur fiabilité apparente des relations sociales. Ces démons ne sont pas simplement puissants, ils sont insidieux. Ils utilisent la familiarité, la confiance et la proximité pour s'introduire là où ils n'auraient jamais pu pénétrer par la force seule. Alors que les démons se dévoilent, menaçant non seulement les sœurs, mais aussi leur savoir sacré, les sœurs comprennent que leur combat ne sera pas seulement une réaction instinctive. Ce sera une réponse tragique, stratégique et magique. Et c'est dans la partie 5, l'affrontement magique, que nous verrons comment elles coordonnent leur pouvoir, comment elles utilisent le livre des ombres à leur avantage, et comment elles triomphent face à une menace qui prend littéralement la forme de ce qu'elles aiment. Alors que les sœurs commencent à remettre de l'ordre après les révélations de la nature de ces démons, la situation se complexifie rapidement. Ce n'est plus simplement une simple bataille contre des intrus, ces Fighters deviennent résistants, imprévisibles et manipulateurs. Et l'épisode se dirige vers un affrontement décisif où la magie tactique et émotion personnelle se mêlent. Après des soupçons sur leur père, Victor, Piper et Phoebe finissent par accepter de dîner avec leur père dans un restaurant élégant où ils séjournent. Au cours du repas,
Victor admet qu'il sait que les sœurs sont des sorcières, ce qui surprend Piper et provoque la méfiance de Phoebe. Il explique que sa peur pour elle l'a poussé à essayer de récupérer le livre des ombres. Il croit que le savoir n'est pas une protection, mais un aimant pour le mal. Cet échange amène un élément clé. Victor avoue qu'il a peur pour ses filles, parce qu'il sait que le livre attire le danger. Bien que ses intentions semblent sincères, sa manière maladroite et ses erreurs dans la compréhension de la magie ne permettent pas aux sœurs de faire immédiatement confiance à son discours. Pendant ce repas, alors qu'il discute avec les sœurs après le dîner, le surnaturel frappe de nouveau. En apparence, Piper et Phoebe sont assises avec Victor. Mais ce ne sont pas leurs vraies apparences. Au manoir, les démons profitent d'une nouvelle opportunité. Le poste de Piper est occupé par Cinda, celui de Phoebe par Marshall, et le facteur de tout à l'heure révèle être Fritz lorsque les trois sœurs se réunissent. Cette scène est destinée à créer un moment de confusion totale où les sœurs sont littéralement entourées par leurs ennemis se faisant passer pour elles et même Victor est mis sur la sellette. C'est une scène qui montre à quel point les créatures peuvent brouiller les lignes entre amis et ennemis. Le moment clé survient lorsque Phoebe revient au manoir après une vision encore plus forte de ce qui se passe.
Elle trouve Prue et Piper seuls et leur révèle que Victor n'est pas un démon, car elle a vu la créature se transformer en Victor dans sa prémonition. Puis survint la scène la plus dramatique. Deux Victors se tiennent face aux sœurs. Les sœurs sont debout dans l'escalier du manoir. L'un est leur vrai père, l'autre est un démon, déguisé. Les sœurs comprennent qu'elles doivent déterminer lequel est réellement Victor. Pour ce faire, Prue utilise un petit détail révélateur de leur dîner plus tôt. La bague protectrice que Victor lui avait demandé d'examiner le matin même, une amulette censée protéger celui qui la porte. Elle reconnaît que le véritable Victor est le seul à pouvoir le manier correctement. Lorsque le vrai Victor est identifié, les trois sœurs se regroupent pour réciter un sort contenu dans le livre des ombres. Un sort de bannissement spécifique pour les shapeshifters. Elles prononcent ensemble l'incantation. À mesure qu'elles récitent, la magie s'intensifie. Le pouvoir ne vient pas d'une seule d'entre elles, mais de leur union, le pouvoir des trois. Et c'est cette force collective qui permet de purger le manoir de ses démons, faire fondre leur forme animale et les renvoyer dans leur vraie nature non humaine. Même les attaques physiques ou les transformations ne peuvent contrer cette force unie. Quand le dernier démon de l'un d'entre eux disparaît, il n'y a pas de grand feu d'artifice, juste un moment de calme, juste un silence lourd. Les trois sœurs se retrouvent auprès de leur vrai père et dans cet instant, une vérité essentielle émerge. Le lien familial et la magie ne sont plus des choses séparées. La magie des sœurs n'est pas simplement une arme. Elle s'enracine dans leur identité, leur histoire et leurs blessures, puis leur capacité à s'unir malgré les doutes. Victor, même s'il a eu peur et qu'il est revenu maladroitement, finit par admettre qu'il n'est pas ici pour voler le livre, mais pour tenter de comprendre. Et même s'il s'empare ensuite, laissant un cadeau doux amer à ses filles, ce combat marque une évolution significative dans leur relation. Ce combat final n'est pas simplement physique. C'est une bataille d'identité, de confiance et de reconnaissance. Phoebe a grandi émotionnellement en acceptant enfin la véracité et de ses visions. Piper apprend à faire confiance à son intuition, même quand tout semble normal. Et Prue montre qu'elle est capable d'embrasser la magie collective, pas juste de contrôle individuel. Victor commence à accepter leur réalité magique. Même si il ne fait pas totalement partie de leur monde à la fin. Et ce moment annonce un tournant narratif. Le pouvoir des trois n'est pas simplement un nom. C'est une force concrète et les prochaines menaces ne pourront plus être affrontées qu'ensemble. La victoire est acquise, mais l'histoire des sœurs est encore jeune. La menace des démons est vaincue pour le moment, mais la question demeure. Pourquoi ces créatures veulent-elles
le livre? Est-ce une menace isolée ou un signe de danger futur? Et surtout, jusqu'où les sœurs pourront-elles protéger leur équilibre magique et personnel? Quelques petites anecdotes dans cet épisode que je devais vous partager. Dans l'épisode 3 de Charmed, Au nom du Père, les démons de cet épisode n'ont pas toujours été pensés pour être de grosses créatures effrayantes. Les scénaristes souhaitaient, dès le départ, jouer davantage sur l'inquiétante familiarité. Une menace qui prend une apparence humaine très convaincante plutôt qu'un démon évident et grotesque. Pour renforcer cette idée, l'équipe d'effets spéciaux a limité l'usage des prothèses lourdes ou des transformations numériques coûteuses et a été mise sur des mouvements corporels subtils, des jeux d'ombre et des changements de regard pour signaler la fausseté sous l'apparence humaine. Ce choix artistique contribue à l'ambiance inquiétante de l'épisode, car le spectateur se demande à tout instant qui est vraiment humain. Dans cette saison 1, le livre des ombres ne fonctionne pas encore comme un grimoire doté de protections ultra sophistiquées. Pourtant, on voit dans l'épisode que lorsque l'un des Shapeshifters tente de sortir avec le livre hors du manoir, il ne peut pas l'emporter. Le livre retombe sur le sol. Ce détail visuel a été pensé comme un premier aperçu du rôle du livre, non seulement comme catalogue de sorts, mais aussi comme une entité presque réactive. Aujourd'hui, cette capacité de protection sera beaucoup mieux définie dans les saisons suivantes. Mais ici, elle apparaît de manière intuitive et efficace, même s'il reste encore mystérieuse. Les scènes où ces Shapeshifters changent d'apparence ont demandé une coordination particulièrement minutieuse entre les acteurs, le maquillage et les caméramans. Plutôt que d'utiliser les effets numériques coûteux à l'époque, la production a employé une combinaison de maquillage progressif, d'éclairage et de coupure rapide de la caméra pour suggérer la métamorphose. Cela rend la transformation plus suggestive, plus viscérale et finalement plus dérangeante. Car le spectateur ne voit pas tout, mais sait que ce qui se passe est maléfique. Nous allons arriver à la fin de cet épisode 3. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode de Charmed, l'envers du sortilège. C'était Brian et j'espère que cette plongée dans Au nom du Père vous a permis de redécouvrir l'épisode sous un angle plus profond, plus riche et surtout plus immersif. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre exploration de la saison 1 avec l'épisode 4. Un épisode où la magie va une fois encore mettre à l'épreuve l'identité et la perception. D'ici là, restez attentifs aux apparences, gardez l'œil ouvert sur les détails et souvenez-vous, le pouvoir des trois n'est jamais défini par un seul sort, mais par la force qui unit trois cœurs. À très bientôt.